L'Union des populations du Cameroun, UPC, a été bien plus qu'un parti politique. Tel un souffle de liberté, ses membres ont embrassé un combat pour l'indépendance, tissant ainsi un récit de résilience et de courage. Cependant, ce récit est entaché de nombreuses tragédies. Les leaders de l'UPC, porteurs de rêves et d'espoir, ont été cruellement arrachés à la nation camerounaise. Cette vidéo vise donc à honorer leur héritage, mais surtout à préserver leur idéologie et leur mémoire. Les amis, aujourd'hui, nous allons découvrir la triste histoire de l'UPC. Je suis un peu triste parce qu'en faisant les recherches, j'ai replongé dans cette histoire et ça m'a tout naturellement fait mal parce que Oumniobé, c'est l'un des personnages africains qui m'a fait m'intéresser à l'histoire de l'Afrique. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker avant de commencer et sans plus tarder, let's go! Le Cameroun, à la différence de ses voisins d'Afrique centrale, n'a jamais été une colonie française. Au début du 19e siècle, le Cameroun a été une colonie allemande, mais après la Première Guerre mondiale, le Cameroun passe sous le contrôle de la Société des Nations, qui charge la France et la Grande-Bretagne d'administrer le Cameroun. Après la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun est associé à l'Union française. Cependant, l'attitude de certains Français au Cameroun pousse à la révolte. Par exemple, à l'époque, on pouvait mettre toute une famille dehors à la rue juste pour loger les militaires français. Les Camerounais étaient très souvent maltraités, leurs récoltes étaient parfois brûlées par des Français. Les Camerounais vivaient un véritable apartheid. Par exemple, tous les Camerounais qui étaient suspectés de germanophilie, c'est-à-dire être proches des Allemands, pouvaient être fusillés sur la place publique. Et la justice penchait toujours du côté des colonisateurs. Le procureur de Douala à l'époque, un certain Lucardi, ira même jusqu'à dire qu'un noir n'aura jamais raison devant un blanc. Mais vous allez vite comprendre que ce genre de comportement va commencer à agacer certains Camerounais. Et ils vont donc décider d'éliminer ce système raciste et néocolonial. On est le 10 avril 1988 dans un café à Douala et une poignée d'intellectuels de syndicalistes fondent l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Le nom n'est pas choisi par hasard puisque le pays est très divisé, que ce soit sur le plan ethnique ou religieux, ou même encore avec les divisions entre anglophones et francophones, le Cameroun est complètement découpé en petites parties. Donc d'où le nom Union des populations du Cameroun. Et derrière la création de l'UPC se cache un homme, Rouben Oumniobé. Il est né en 1913 et il est issu d'une ethnie très importante du pays, les Bassa. Il est issu d'une famille d'agriculteurs et son père avait un rapport très particulier avec la spiritualité. Oumniobé est un homme plutôt calme mais très engagé sur le plan politique. À la fin de ses études, Oumniobé deviendra greffier. Il n'y a certainement pas le CV de Félix Houphouët-Boigny ou bien de Léopold Sédar Senghor, mais niveau engagement, il est très solide. Déjà, il est incorruptible. Et quand un Africain est incorruptible, c'est déjà bon signe. Et pour gérer un mouvement comme l'UPC, il faut de grands hommes. Un seul ne suffit pas. Et à côté d'Oumniobé, on a Félix Roland Moumié. Il est médecin, il est né en 1925. Il est Bamoun et il deviendra même président de l'UPC en 1952. Ensuite, on a Ernest Ouandié. Il est instituteur, syndicaliste. Il est d'ethnie Baméleke et il a un an de moins que Félix Roland Moumié. Enfin, on a Abel Kingé. Il serait né soit en 1912, soit en 1924. Un peu comme Ernest Ouandié, il a grandi en pays Baméleke et il est infirmier et commerçant. Les revendications de l'UPC sont simples. Réunification du Cameroun anglophone et francophone, fixation d'un délai pour l'octroi à l'indépendance et surtout amélioration du niveau de vie des Camerounais. Je vais vous la faire simple, au Cameroun, on ne trouve pas plus nationaliste que l'UPC. Et surtout, l'UPC a su intégrer les frustrations des Camerounais à leur campagne. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, les Camerounais vivent un véritable apartheid. Parfois, certains blancs bien moins qualifiés que certains noirs ont de meilleurs postes. L'UPC ne veut pas se réduire à un simple parti politique qui réclame l'indépendance, puisqu'elle fait de sa priorité la réappropriation de la dignité des Camerounais. Et les populations camerounaises, en particulier la jeunesse, aiment énormément l'UPC. Les jeunes des quartiers défavorisés sont particulièrement sensibles au discours de l'UPC. D'après l'écrivain Mongo Betty, certains jeunes sont même prêts à mourir pour Oumniobé. C'est pour vous dire le niveau de popularité que Oumniobé et ses troupes avaient à l'époque. Et bien sûr, quand la France voit un parti aussi nationaliste monter en puissance, elle le voit d'un mauvais œil. La France va tenter de corrompre l'UPC, mais ils vont très vite se rendre compte que la corruption ne marchera pas avec l'UPC. Les 4 que je vous ai cités au début sont incorruptibles. Vraiment incorruptibles. Par exemple, la femme de Moumié raconte que l'administration coloniale a tenté de corrompre son mari à plusieurs reprises, en lui promettant beaucoup d'argent et en lui donnant des exemples des dirigeants camerounais qui ont accepté de travailler avec la France, qui sont devenus très riches. Mais impossible, les membres de l'UPC restent fermes sur leur position. Même si certains membres de l'UPC comme Léonard Bouli ou Charles Assalé vont quitter le parti. Enfin, pour des raisons onéreuses. Mais l'UPC reste concentré sur ses objectifs. Et c'est comme ça que l'administration coloniale va tenter de trouver des adversaires crédibles à l'UPC. Enfin, ils vont même essayer de créer des adversaires
adversaires à l'UPC. D'abord en regroupant chaque ethnie derrière un parti politique qui pourrait affronter l'UPC. Et ils vont également créer un parti politique en région Bassa censé concurrencer l'UPC. Rappelez-vous Oumniobé et Bassa. Et l'UPC est massivement implanté en pays Bassa. Par exemple, les Sokam est un parti politique qui sera dirigé par un ancien UPCiste qui était connu pour son amour pour les femmes et les boissons alcoolisées. Et ce sont même les prêtres qui vont attiser la haine entre ethnies. Par exemple, un missionnaire français prêtre va dire aux Ewondo, une ethnie aussi importante du pays, comment vous pouvez vous laisser commander par un Bassa. Je vous rappelle Ruben Oumniobé et Bassa. Tout ça juste dans le but de créer la division. Et même ça n'arrête pas l'UPC. Et l'UPC devient même le parti le plus populaire du Cameroun à l'époque. Excepté par exemple les populations du Nord qui n'adhèrent pas vraiment à l'UPC, le reste du pays est quasiment conquis. L'UPC veut dégager la France de manière diplomatique. Et ils ont un peu raison. La France se retrouve là grâce à l'ONU. Et c'est comme ça que Oumniobé va faire des allers-retours à l'ONU à New York pour demander la fin de la tutelle française. À partir de ce moment, on va commencer à taxer les UPCistes de communistes, alors que la plupart des membres ne se posent même pas de la question de communistes et autres. Et vous savez qu'à cette période, on est en pleine guerre froide. C'est comme ça que la France va décider de réellement mater l'UPC. S'il y a quelque chose qui va faire accélérer les tensions au Cameroun, c'est l'arrivée de Roland Pré en tant que haut commissaire au Cameroun. Et seulement 3 semaines après son arrivée, le 18 janvier 1955, il fait envoyer à tous les administrateurs une brochure sur l'Indochine. En gros, il veut montrer à tous les administrateurs comment mater une rébellion. Mais sauf qu'au Cameroun, à cette époque, il n'y a pas de rébellion. Il y a juste un parti politique qui réclame une vraie indépendance. Je vous rappelle par exemple, la guerre d'Indochine a fait 500 000 morts. Et le fait que Laurent Pré présente une brochure sur l'Indochine, ça donne une idée de ce qui va se préparer au Cameroun. D'abord, il va mener une guerre judiciaire contre les grands membres de l'UPC. Par exemple, Abel Kingé sera accusé d'outrage à magistrat pour une histoire qui remonte à 3 ans plus tôt. Félix Moumié sera poursuivi pour diffamation et injure. Et pour Ruben Oumniobé, Roland Pré s'en chargera lui-même. Et le 5 mars 1955, alors que Ruben Oumniobé rentre de New York, d'où il revenait d'un congrès de l'ONU, il apprend qu'il est convoqué pour dénonciation calomnieuse. À partir de ce moment, Ruben Oumniobé sent le vent passer. Et pour ne pas se faire arrêter, il va décider d'aller vivre sous maquis. Parce qu'il sait que dans la forêt, ce sera difficile de l'attraper. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mathieu Tani, principal animateur de l'UPC, va raconter un entretien qu'il a eu avec un membre de la police. Ce dernier lui a demandé d'arrêter toute activité politique parce qu'un véritable rouleau compresseur s'apprête à broyer l'UPC et tous ses membres. Le policier termine en disant « Vous êtes condamné ». Et là, le rouleau compresseur est en marche. Les membres de l'UPC seront surveillés comme des terroristes. Leurs courriers seront même contrôlés. Les meetings de l'UPC seront interdits. De son côté, les membres de l'UPC ne comptent pas se laisser faire. Ils ne comptent pas arrêter parce qu'on les a menacés. Et pour marquer le coup, l'UPC demande le départ de la France. Ils ne se contentent juste pas de faire ça, ils vont demander à ne plus avoir à traiter avec le ministère d'Outre-mer, mais avec le ministère des Affaires étrangères françaises. Et il y a un projet qui va vraiment faire peur à l'administration coloniale. Les membres de l'UPC vont créer une école révolutionnaire, un peu comme ce que Thomas Sankara avait fait avec les jeunes à son époque. L'école révolutionnaire aura pour but de former les jeunes Camerounais à résister à la corruption et à la répression. Pour Roland Pré, c'est trop, l'UPC veut créer un état clandestin. C'est comme ça qu'il prend la chose. Je vous rappelle, on est dans une période dans laquelle les meetings de l'UPC sont interdits. Et pendant ce temps, un politicien camerounais soutenu par la France tient un meeting. Les membres de l'UPC décident d'organiser un meeting au même moment. Et le meeting de l'UPC est complètement phénoménal. Certes, Oumniobé n'est pas là, mais Abel Kingé et Félix Moumié vont mettre le feu. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Félix Moumié n'est pas très grand de taille. Mais comment pendant ce meeting, il va haranguer les foules, ce sera incroyable. C'est ce qu'on appelle un véritable révolutionnaire. Et comme pour marquer le coup, Abel Kingé prend la parole et il dit « Si la police coloniale tente de venir interrompre notre meeting, nous leur réserverons un accueil qu'ils n'oublieront jamais. » C'est pour vous dire à quel point l'ambiance était au rendez-vous. Et justement, les policiers débarquent et ça tourne aux affrontements. Une semaine plus tard, le 22 mai 1955, les membres de l'UPC organisent une autre manifestation. Cette fois-ci, les forces de l'ordre obtiennent l'ordre de tirer sur les manifestations, ce qui fait plusieurs morts du côté camerounais, ce qui va créer un soulèvement populaire qui va durer des semaines. L'administration coloniale va brûler les locaux de l'UPC à Bafang et à Bafoussam. Et ils vont même brûler les maisons de certains membres de l'UPC. Et ça va faire monter la colère du côté de l'UPC. Abel Kingé de son côté va également créer un maquis. Après les agitations du mois de mai, l'administration coloniale va faire une bataille médiatique contre l'UPC. On va faire passer l'UPC pour un mouvement terroriste, pour un mouvement communiste, pour un mouvement qui veut faire un coup d'état et prendre le pouvoir par la force. La presse parisienne raconte même que l'UPC a déclenché des émeutes juste pour attirer le regard de l'ONU. Mais face à cette avalanche médiatique, les avocats de l'UPC décident de réagir. Et dans une lettre adressée à l'ONU, ils vont dire ça. À l'heure où nous vous écrivons cette note, les principales
localités du Cameroun sont à feu et à sang. Les cadavres par centaines, tirés au grand jour dans le plus grand des secrets. Bref, ils avertissent l'ONU que la situation est critique au Cameroun. Le gouvernement français classera l'UPC comme une structure paramilitaire. Et le 13 juillet 1955, l'UPC devient interdite au Cameroun. 800 sympathisants de l'UPC sont arrêtés et jetés en prison. Et là-bas, ils sont torturés. Avec la répression qu'il y a eu, les membres de l'UPC se retrouvent complètement divisés. Certains membres de l'UPC vont rejoindre Oumniobé dans les maquis, mais pour Wandie, Moumié et Kingé, ce sera l'exil vers le Cameroun britannique. Et pour la petite histoire, Félix Moumié, pour s'enfuir du Cameroun francophone, sera transporté à l'arrière d'une moto par son cousin déguisé en femme. Je pense que c'est la seule chose un peu drôle que je vais raconter dans cette vidéo. Mais le début de la clandestinité pour l'UPC, c'est aussi le moment où les violences vont vraiment s'intensifier. Et surtout que Roland Pré est parti, et celui qui vient d'arriver est encore pire. Je parle de Pierre Mesmer. Et dans le même temps, en 1956, l'UPC crée le CNO dans le but d'entamer une lutte armée. Enfin, certains membres de l'UPC sont un peu divisés sur le sujet. Oumniobé pense par exemple que la violence n'est pas une solution, et Moumié lui pense qu'on ne va pas être passif tout le temps, car à un moment donné, il va falloir se défendre. Et pourquoi pas attaquer? Les membres du CNO ne sont pas très armés, mais ils arrivent à tuer quelques hommes. Parfois, ils tuent même d'autres Camerounais qu'ils voient comme des traîtres. Et pour Pierre Mesmer, ça c'est un cadeau du ciel. Et il va décider de tuer tous les membres de l'UPC. Certains membres de l'UPC vont trouver la mort durant cette période, et certains civils qui ne seront même pas membres actifs de l'UPC seront également tués. À la même période, la France organise des élections que l'UPC va boycotter, et en juin 1957, la France nomme Jean-Marie Mbida Premier ministre. Et je préfère vous le dire tout de suite, Jean-Marie Mbida ne supporte pas l'UPC. Et à côté de Jean-Marie Mbida, il a un vice-président qui n'est nul autre que Amadou Ahidjo, celui qui deviendra le premier président du Cameroun. Bien entendu sous la houlette de la France-Afrique. En 1957, l'UPC est également interdit au Cameroun britannique. Et là, les dirigeants de l'UPC sont encore contraints à l'exil. Et les hommes de Mesmer vont même incendier les locaux de l'UPC au Cameroun britannique, espérant même en tuer certains. Mais hélas, ils seront déjà partis. Pour l'UPC, c'est complètement difficile, les communications sont très compliquées, mais Oumniobé gère. Par l'intermédiaire de beaucoup de personnes, il fait un travail de communication incroyable. Il arrive à organiser les troupes et donner des informations à ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et ça nourrit encore un peu plus le mythe Oumniobé. Je vous rappelle que le père d'Oumniobé était un grand sorcier. Quand je dis grand sorcier, c'est pas péjoratif. Et comment il gère ça, ça passe clairement à la vitesse supérieure. Malgré le fait que Oumniobé prône la non-violence, il y a quelque chose qu'il prépare qui n'est pas forcément très apprécié par les autorités françaises. En fait, Oumniobé veut faire du pays Bassa un territoire libéré, détaché du colonialisme français. Et c'est exactement à ce moment que la France va lancer l'opération ZOPA, qui signifie zone de pacification. En fait, ce sont des méthodes pour mater des guérillas déjà utilisées en Indochine. Et l'opération rencontre un grand succès. Les membres de l'armée française arrivent à détruire plusieurs maquis, mais les autorités françaises ne seront pas tranquilles tant que Oumniobé ne sera pas hors d'état de nuire. Et de son côté, Oumniobé est malade, sa femme a accouché il n'y a pas longtemps, et en plus il est désarmé. C'est pour vous dire à quel point il est dos au mur. Malgré ça, il arrive à organiser les troupes. Il fait un véritable travail d'information et surtout de gestion. Il crée même un tribunal pour juger les traîtres, parce que oui, il y avait beaucoup de traîtres à ce moment-là, et j'en viendrai. Et la France à ce moment-là va faire venir des hommes d'Indochine pour abattre Oumniobé, parce que son village à Boumiébel est très difficile d'accès. Si les militaires ne sont pas formés, ils ne pourront pas avoir accès à cet endroit. Le 9 septembre 1958, les militaires lancent une offensive. Ils mettent la main sur les archives personnelles de Oumniobé et capturent même certains de ses proches. Et parmi eux, il y a une certaine Esther Ngomangele. Elle est responsable de l'UDFEC, la branche féminine de l'UPC. Elle sera interrogée de manière répressive. Je vous rappelle que à cette époque, quand on voulait faire parler des UPCistes qu'on capturait, on pouvait vous enterrer et on ne laissait que la tête dehors juste pour vous faire parler. Esther Ngomangele va donc céder, elle va passer aux aveux et c'est même elle qui va conduire les militaires au maquis de Oumniobé. Informé de la présence des militaires, Ruben Oumniobé, qui est en compagnie de une femme et 3 autres de ses collègues, quand il apprend donc l'arrivée des militaires, Oumniobé décide de s'enfuir. Mais sauf que quand il s'enfuit avec ses collègues, il laisse des traces de leurs pas par terre, ce qui indique leur chemin aux militaires. Les militaires vont donc suivre les pas et arriver à un endroit, ils vont entendre des voix. Ils vont essayer de lever la tête pour essayer de voir s'il y a quelqu'un et effectivement un des hommes va s'apercevoir que c'est Ruben Oumniobé. Il va donc avertir les autres militaires et Oumniobé à ce moment-là va se rendre compte qu'on l'a vu et une fois de plus il va se mettre à fuir. Et après une course d'environ 200 mètres, les militaires touchent et abattent Oumniobé et ils touchent également un de ses partisans. Après avoir tué Oumniobé, ils vont vraiment éteindre le mythe. Son corps sera traîné dans la boue. On emmènera même son corps au marché pour l'exposer devant les populations qui le croyaient invincible. Il y a une anecdote que je vais vous raconter. Le lieutenant Bijoka, un des bourreaux de Oumniobé, va humilier Oumniobé une dernière fois. Enfin, humilier son corps. En disant à sa dépouille, tu as dit que tu es fort, lève-toi. Et il rajoute encore, lève-toi qu'on boxe un peu. Et ensuite, il va dire à Oumniobé, tu ne peux plus te lever. Je tiens à vous préciser qu'il fait ça devant une foule, à un corps sans vie. C'est pour vous dire à quel point ils étaient animés d'un esprit de vengeance. Le
corps d'Oumniobé sera également enterré dans une couche de béton. Les membres de l'UPC avaient ce qu'on appelait un carnet de rêves. À l'intérieur, ils écrivaient leurs projets, leurs rêves et leurs désirs. En 1965, Georges Jaffar va publier certains écrits du carnet de Oumniobé. À l'intérieur, on peut lire que Oumniobé se rêvait d'être Premier ministre. Il se rêvait de représenter le Cameroun à l'ONU, aux côtés d'autres révolutionnaires du monde comme Ho Chi Minh, le Vietnamien. Dans ses écrits, Oumniobé se voit également prendre un avion qui le fait quitter le maquis. Je vous ai déjà dit que le père de Oumniobé était sorcier. Et dans les poches de Rouben Oumniobé, on a trouvé des gris-gris et un bout de papier. Et sur le bout de papier, c'était écrit, je vous lis ça: je triompherai de cette guerre. Je délivrerai la terre camerounaise de l'ennemi. Ni la France, ni aucune nation ne sera maître du Cameroun. Signé Rouben Oumniobé. La fin de Rouben Oumniobé, ce n'est pas synonyme de la fin de l'UPC. Au contraire, la guerre va continuer et va encore durer. Regardez comment moi qui parle toujours rapidement, le temps a un peu baissé. Dans les prochaines vidéos, nous verrons la suite de l'UPC. Comment vont finir Félix Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingem aussi, les autres membres de l'UPC. Parce que la France a certes fini avec Oumniobé, mais la France n'a pas fini avec l'UPC. Et surtout, Moumié compte vraiment venger la mort de Oumniobé. Parce qu'après la mort d'Oumniobé, Moumié va vouloir passer à la vitesse supérieure. Les amis, n'oubliez pas, Oumniobé disait: les colonialistes ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'argument à nous opposer. Donc, Podol. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.